Vous écoutez, on lit pour vous. L'eau du Québec. Un dossier de Sarah Boumeda, Sébastien Tanguay et Caroline Monpetit, paru le 18 juillet 2026 dans Le Devoir. Premier texte. Votre municipalité consomme-t-elle plus d'eau que le reste du Québec? Par Sarah Boumeda. Combien d'eau consomme-t-on au Québec? Où en consomme-t-on le plus? Quelle municipalité se distingue dans la province? Retour en données sur notre utilisation d'eau potable. Dans le cadre de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, SQEEP, qui vise à réduire la consommation d'eau dans la province, Québec collecte une multitude de données de consommation d'eau de la part des municipalités. Les données du gouvernement présentent deux indicateurs clés: la quantité d'eau distribuée par les municipalités et la consommation résidentielle individuelle. Le premier compile les données sur la quantité d'eau utilisée à des fins résidentielles, commerciales, industrielles et institutionnelles au sein d'une municipalité. Le second n'est défini que par la quantité d'eau utilisée à la maison. Les deux valeurs sont calculées en litres par personne par jour. Selon le dernier rapport annuel de l'usage de l'eau potable publié par Québec en 2025, la consommation résidentielle constitue près de 53% de la distribution totale dans la province. Au début de l'été 2026, la Ville de Montréal demandait à ses citoyens de réduire leur consommation d'eau à la maison en raison d'un réseau vieillissant sous pression et de travaux en cours sur une conduite d'aqueduc de l'avenue Atwater. En 2023, la consommation résidentielle moyenne au Québec était de 245 litres par personne par jour, selon les données du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. À Montréal, ce chiffre monte à 312 litres par personne par jour. Dans sa stratégie nationale, le Québec espère atteindre, selon la municipalité, une consommation résidentielle égale ou inférieure à la moyenne ontarienne ou canadienne de 2017, soit respectivement 184 et 220 litres. Les dernières données de Statistique Canada compilées lors du recensement de 2021 chiffrent la consommation résidentielle moyenne au pays à 223 litres par personne par jour. Une utilisation totale en voie de diminution. Les données sur la quantité d'eau distribuée donnent un portrait plus global de l'utilisation d'eau par les municipalités d'un bout à l'autre du Québec. Ce nombre inclut aussi les pertes d'eau générées par un réseau. La moyenne québécoise se situe à 467 litres par personne par jour. C'est une diminution de 19% par rapport à 2015, quand l'utilisation totale d'eau se chiffrait alors à 573 litres. L'objectif de Québec n'est pas loin des données de 2023. On espère atteindre une utilisation totale de 458 litres par personne par jour. Perte d'eau dans les réseaux. L'indice de fuite dans les infrastructures, IFI, est un indicateur recommandé par l'International Water Association pour mesurer les pertes d'eau dans un réseau de distribution, attribué entre autres aux fuites et aux débordements. Il représente le ratio entre les pertes réelles dans un réseau et les pertes minimales théoriques, c'est-à-dire des pertes qui sont virtuellement impossibles à éviter au sein d'un réseau. Plus l'IFI se rapproche de 0, plus un réseau est performant et étanche. Dans sa stratégie, le Québec aspire à atteindre un IFI moyen de 4 ou moins. En 2023, 62% des municipalités ont atteint leur objectif de réduction des pertes d'eau, selon le dernier rapport publié en 2025. L'IFI moyen du Québec se situait alors à 5,4. Si l'on exclut Montréal des données québécoises, cet indice tombe alors à 4,3, beaucoup plus près de la cible fixée par le gouvernement. Vous écoutez L'eau du Québec, un dossier de Sarah Boumeda, Sébastien Tanguay et Caroline Monpetit, paru le 18 juillet 2026 dans Le Devoir. Second texte. Le Québec, royaume de la piscine privée, par Sébastien Tanguay.
La piscine privée se porte comme un poisson dans l'eau au Québec. Il y en aurait plus d'un demi-million sur le territoire québécois, soit 1 pour 4 ménages propriétaires, ce qui est de loin la plus forte proportion en Amérique du Nord, voire dans le monde. La piscine individuelle a beau faire partie du paysage et de l'imaginaire au Québec, elle est l'héritière d'un modèle d'expansion municipale que plusieurs appellent aujourd'hui à revoir. La piscine, c'est un peu culturel au Québec, constate Ludovic Archambault, propriétaire de Piscine Graton à Repentigny et administrateur au sein de l'Association des commerçants de piscines du Québec, l'ACPQ. Quand j'étais jeune, j'avais une piscine, donc aujourd'hui, j'en ai une à la maison pour les enfants. La conquête des étés québécois par la piscine privée permet à une partie importante de la population de trouver refuge lors des canicules qui sévissent en période estivale. Elle illustre, par contre, un manque d'infrastructures collectives, surtout dans les banlieues, qui confinent les gens à se replier dans leurs propres cours. L'étalement urbain, c'est un modèle où chacun est propriétaire d'un bout de terrain, mais où chacun se trouve aussi loin de tout. Les villes se développent sur des territoires trop grands, finissent par payer des factures d'infrastructures trop chères, puis arrivent à un point où elles sont incapables de financer l'ensemble de leurs services. Les premières infrastructures qu'elles abandonnent, ce sont celles que la population est prête à assumer de façon individuelle, comme la piscine, explique Rebecca Pétrin, directrice générale d'Eau Secours. Face à un contexte budgétaire difficile, la ville de Trois-Rivières a envisagé en 2022 la fermeture de 5 piscines publiques extérieures sur un total de 7, en raison de leur vétusté et de leur faible popularité. Le conseil municipal a reculé en raison de la mobilisation citoyenne, mais ces coupes reflètent une mentalité, selon Madame Pétrin, où la collectivité pâtit sous prétexte que de toute façon, chacun a une piscine chez soi. Plus il y a de gens qui ont des piscines privées, moins il y a d'usagers dans les piscines publiques. Les municipalités se disent qu'elles n'ont plus besoin d'offrir des plans d'eau à la collectivité, parce que tout le monde a le sien. Mais ce n'est pas vrai. Le service privé, ce sont les gens qui ont de l'argent qui peuvent en profiter, pendant que les autres, qui sont moins fortunés et qui habitent en appartement, tombent dans les oubliettes. C'est vraiment inéquitable. L'ACPQ estime qu'il y a plus de 500 000 piscines privées au Québec, sans compter les spas. Au total, il a fallu 15 millions de mètres cubes d'eau pour remplir ces piscines. S'il faut 30 000 litres d'eau pour en remplir une, c'est l'équivalent du lac Saint-Charles au complet, la principale source d'eau potable de la ville de Québec. Une catastrophe environnementale. La communauté métropolitaine de Québec cartographie depuis 2016 les piscines privées présentes sur son territoire. Ces cartes, élaborées tous les 5 ans grâce à l'intelligence artificielle et à l'imagerie aérienne, révèlent un tableau pointilliste composé par la multitude de piscines présentes dans le périmètre urbain. La dernière itération de ce visuel vu du ciel montre plusieurs quartiers où chaque cour arrière possède sa propre piscine. Ces enfilades de plans d'eau séparés par des clôtures et à peine quelques mètres peignent un paysage où la pauvreté des services collectifs, surtout en périphérie, saute aux yeux. C'est une catastrophe environnementale, déplore Emmanuel Cosgrove, directeur général de l'organisme sans but lucratif Écohabitation. Ça demande 30 000 litres d'eau propre à remplir, dont le coût est souvent transféré à la collectivité, sans compter les produits chimiques, l'électricité, le béton ou le plastique. Seulement en énergie, une piscine va doubler la consommation moyenne d'une maison complète en été. En plus, ajoute-t-il, c'est un paquet de troubles pour la tranquillité d'esprit et pour le portefeuille. Si les propriétaires calculaient le coût de revient de chaque baignade réalisée dans l'été, ils trouveraient que ça fait cher de la saucette, souligne M. Cosgrove. Aspirer à avoir une piscine avec une maison unifamiliale et les 2 chars dans le driveway, nous ne pouvons blâmer personne pour ça, ajoute le fondateur d'Écohabitation. Par contre, il faut que le coût de ce mode de vie-là le rende moins accessible parce qu'ultimement, c'est la collectivité qui en paye les frais. Un modèle à revoir. L'administration de Bruno Marchand à Québec a récemment laissé entendre que le façonnement à l'américain des municipalités arrivait en bout de course.
De grands terrains, la maison unifamiliale, un garage double avec la piscine en arrière. Peut-être que ce modèle-là, dans les prochains développements, ça ne sera plus possible, indiquait au Devoir au début du mois l'élu responsable de l'environnement à la ville, Marie-Josée Asselin. L'étalement urbain, ce n'est pas la solution. Certaines villes demandent aux propriétaires d'une piscine d'acquitter une taxe. Sherbrooke a brièvement vendu un permis à 80 $ avant d'abolir la mesure en 2025. Repentigny impose la consommation d'eau, mais il n'en coûte qu'une vingtaine de dollars pour utiliser les 30 000 litres nécessaires au remplissage d'une piscine hors terre courante. Ça ne viendra pas changer les habitudes de vie des gens, croit Rebecca Pétrin. Ce n'est pas souhaitable non plus que l'eau devienne très chère parce qu'il y a des utilisations indispensables aux personnes. En Californie, une piscine privée fait augmenter la valeur d'une propriété de 10 à 30 %, une hausse qui se chiffre en centaines, voire en milliers de dollars sur la facture de l'impôt foncier annuel. Au Québec, l'industrie tente d'enseigner les bonnes pratiques aux propriétaires. Nous essayons toujours d'aider la clientèle à prendre conscience qu'il y a 30 000 litres d'eau dans sa piscine, souligne Ludovic Archambault de la CPQ. Il ne faut pas flocher juste pour le fun de flocher. Tous les jours, nous accueillons des gens qui disent « Mon eau est verte, je vais vider ma piscine et la remplir à nouveau ». Nous les aidons à envisager d'autres solutions moins radicales et nous leur enseignons que ce n'est pas nécessaire de remplir sa piscine au complet chaque printemps. Vous écoutez L'eau du Québec, un dossier de Sarah Boumeda, Sébastien Tanguay et Caroline Monpetit, paru le 18 juillet 2026 dans Le Devoir. Troisième texte, de l'or bleu dans les toilettes, par Caroline Monpetit. Combien d'eau consomme-t-on au Québec? Où en consomme-t-on le plus? Quelle municipalité se distingue dans la province? Retour sur notre utilisation d'eau potable. Colline Bertrand et Mathieu Lépine sont postés depuis plusieurs heures rue Villeray avec une pile de dépliants dans les mains. Leur mission? Sensibiliser les passants à la surconsommation d'eau à travers les patrouilles vertes et bleues organisées par le regroupement des écoquartiers de Montréal. Un jeune homme passe au pas de course mais s'arrête pour discuter un instant. Oui, ses parents l'ont conscientisé à une certaine économie de l'eau, notamment à ne pas laisser couler l'eau en se brossant les dents. L'or bleu, comme on l'appelle, coule dans nos éviers, nos bains, nos toilettes. Inodore, incolore, presque invisible. Au Québec et à Montréal, on dépense l'eau sans compter. Mais pour combien de temps? Au Québec, chaque citoyen consomme en moyenne 300 litres d'eau par jour, dit Mathieu Lépine, même si ce pourcentage compte aussi les pertes enregistrées par le réseau. C'est 50% de plus que le citoyen moyen du reste du Canada, qui en consomme en moyenne 200 litres. Où va donc toute cette eau? À Montréal, selon le dépliant distribué par les patrouilles vertes, en moyenne, 30% de l'eau, potable d'ailleurs, va dans les toilettes. 25% de celle-ci sert au bain et aux douches, 25% va à la lessive, la vaisselle et l'entretien ménager, 5% va à l'alimentation et 15% va à l'utilisation extérieure, l'arrosage, la voiture, la piscine. Pour l'heure, les patrouilles vertes tentent davantage de sensibiliser les passants au règlement entourant l'arrosage automatique, qui ne doit jamais se faire durant la journée. Le remplissage des piscines ne doit jamais se faire entre 6h et 20h, sauf au début de l'été. On incite à faire quelques gestes anodins, comme de fermer l'eau dans la douche ou devant l'évier lorsque c'est possible. On parle aussi de collecteurs d'eau de pluie, une pratique très marginale à Montréal. Encore 30% de pertes. Cet été, le bris d'un conduit relié au réservoir McTavish au centre-ville de Montréal, un simple tuyau de 84 pouces datant de 1984, a forcé la ville à demander à 1,3 million de ses résidents de réduire leur consommation d'eau. Et l'incident pourrait se répéter. On le sait, le réseau de canalisation de la ville de Montréal est désuet. Cela fait en sorte qu'il perd encore 30% de l'eau qui y circule. L'entretien du réseau a été à ce point déficient que la réparation des conduites doit maintenant s'échelonner sur de nombreuses années. Dans son bilan sur l'usage de l'eau potable de 2024, la ville de Montréal indiquait que l'indice des fuites des infrastructures, IFI,
était élevé pour le réseau de Pierrefonds et très élevé pour ceux de Lachine et Atwater, Charles J. Desbaillets. En 2024, on parlait de seulement 34 km de conduite principale et secondaire qui avaient été renouvelés. Et la conduite qui a cédé ce printemps, encore relativement récente, n'avait pas encore été réparée. Ils ont fait une inspection préventive et ils ont remarqué qu'un des tuyaux était en état de détérioration avancée. Ils ont dû faire des travaux un peu d'urgence, même si ce n'était pas prévu. Le problème, c'est qu'il y a déjà un tuyau qui alimente le réservoir McTavish, qui est en réparation. Ce dernier est un des plus importants réservoirs de la ville. Donc, il y a un goulot d'étranglement sur l'approvisionnement en eau de ce réservoir-là. Alors, on met un peu de pression sur les citoyens pour qu'ils essaient d'économiser de l'eau. L'objectif de la ville, c'est de faire en sorte que la consommation d'eau en juillet soit la même qu'en mai. C'est un peu compliqué parce que juillet est le mois le plus chaud, mais ça reste possible parce que Montréal est une des villes en Amérique du Nord qui consomme le plus d'eau. Donc, il y a quand même un surplus de consommation d'eau, explique Colin Bertrand. Pour faire face à cette crise, la ville s'est donné l'objectif ambitieux d'économiser 100 millions de litres d'eau par jour. Pour y parvenir, la population est invitée à fermer le robinet lors du brossage des dents ou de la vaisselle, à n'arroser les plantes que tôt le matin ou en soirée, à éviter le lavage extérieur des terrasses, des entrées ou des véhicules, à raccourcir ses douches de quelques minutes et à récupérer l'eau de pluie pour l'arrosage des jardins. Une ville sous la ville. En fait, le réseau de circulation de l'eau à Montréal est presque une ville sous la ville. L'eau potable circule dans un réseau de 4000 km, soit à peu près la distance entre Montréal et Vancouver, apprend-on dans une vidéo explicative tournée par la ville de Montréal sur le sujet. Chaque jour, il y circule 1,6 milliard de litres d'eau. Le réseau d'égouts fait pour sa part 5000 km de long. L'usine d'épuration des eaux de Montréal est la 3e plus grande installation de ce genre au monde et traite de 2,5 à 8 milliards de litres d'eau usée chaque jour. En 2028, la ville de Montréal prévoit finalement, après beaucoup de retard, de moderniser ces installations pour filtrer encore davantage l'eau qui retourne au fleuve. L'eau du fleuve est de bonne qualité, ajoute Mathieu Lépine. Le problème, c'est que quand on déverse nos eaux dans le Saint-Laurent, il y a encore beaucoup de polluants. Et comment sensibiliser à la surconsommation d'eau les citoyens d'une île entourée d'eau dont les usines d'épuration fonctionnent à plein régime jour et nuit? Et surtout, comment le faire au Québec, où, contrairement à l'Ontario, l'eau est gratuite? Selon le site web de Bluetti, la facture d'eau moyenne en Ontario est d'environ 90,40 $ par mois. Mais le tarif d'eau est déterminé par les municipalités locales et varie donc considérablement en fonction de votre emplacement et de la quantité utilisée. En France, la facture moyenne d'eau serait de 47 € par mois, soit près de 75 $ avec encore des disparités importantes selon les régions. Colin Bertrand, qui a de la famille en France, là où on paye pour sa consommation d'eau, voilà un facteur d'explication à la surconsommation d'eau des Québécois. Quand je vais chez mes grands-parents en France, ma mère me dit « Colin, ne prends pas ta douche trop longtemps parce qu'après c'est mamie qui paye. » On ne veut pas qu'elle paye beaucoup plus à cause de tes habitudes à la québécoise. C'était L'eau du Québec, un dossier de Sarah Boumeda, Sébastien Tanguay et Caroline Monpetit, paru le 18 juillet 2026 dans Le Devoir. Un problème de moustiques dans l'Arctique. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 5 juillet 2026 dans la presse. Le réchauffement de la planète fait exploser le nombre de moustiques dans l'Arctique. L'absence de programme de surveillance complique la réaction de la santé publique à ce changement. Déjà, de nouveaux virus font leur apparition. Islande. En octobre 2025, la nouvelle est tombée. Le moustique est arrivé en Islande. L'île européenne était l'un des derniers endroits au monde exempts de ce fléau. Maintenant, seul l'Antarctique peut se vanter de ne pas avoir de moustiques.
L'apparition du moustique en Islande illustre bien le problème grandissant que l'Arctique va avoir avec les changements climatiques, explique l'entomologiste Lauren Culler du Dartmouth College au New Hampshire, qui est l'une des co-auteurs d'un essai sur le sujet, publié en avril 2026 dans Science. Les moustiques sont déjà bien présents en Arctique, mais de nouvelles espèces porteuses de virus détropiques vont y arriver. On manque cruellement de données sur le sujet. L'Islande était épargnée par les moustiques à cause de sa latitude nordique et de son statut insulaire. Parfois, on trouvait des moustiques morts dans les avions, mais jamais dans la nature, dit Mme Culler. Il faudra confirmer cet été que cette espèce de moustique est bel et bien implantée en Islande, mais comme elle vit à des latitudes similaires et qu'on a trouvé un mâle et une femelle, c'est à peu près certain. L'espèce en question, Coolizeta annulata, vit dans les régions arctiques européennes. Pour le moment, elle n'est pas liée à la transmission de virus, mais le virus responsable de l'encéphalite japonaise peut vivre dans sa salive. Nunavik. Le problème est criant au Nunavik, selon Caroline Villeneuve, qui fait partie du programme des Sentinelles du Nunavik de l'Insectarium de Montréal. On a détecté un virus, celui du Jamestown Canyon, dans les moustiques, à Coudjouac, dit Mme Villeneuve. Mais il y a vraiment un manque de données. On essaie d'établir des données de base, baseline, pour pouvoir détecter des changements dans l'avenir avec les changements climatiques. Le virus de Jamestown Canyon ne provoque généralement pas de symptômes chez l'humain, mais peut, dans de rares cas, entraîner des encéphalites graves. Selon une étude publiée en 2021 dans la revue Neurohospitalist, de 10 à 75 cas sont détectés chaque année aux États-Unis, mais ces auteurs préviennent qu'il s'agit vraisemblablement d'une sous-estimation liée à sa rareté. Éventuellement, dit Carole Anne Villeneuve, d'autres types de moustiques vont venir au Nunavik avec les changements climatiques et vont transporter des virus comme celui du Nil occidental. Les populations inuites n'ont aucune immunité pour ça, c'est un danger réel. Fin juin 2026. Les Centres de contrôle des maladies, CDC, du gouvernement américain, sonnaient l'alarme au sujet du virus du Nil occidental qui approche d'un record de cas établi en 2004. Le nombre de cas neurologiques graves est de 10 par année en moyenne aux États-Unis. Cette année, il atteint déjà 38. Cette absence de recherche sur les moustiques du Nunavik est due au fait qu'ils sont généralement considérés comme des nuisances plutôt qu'une menace de santé publique, selon Mme Villeneuve. C'est super désagréable quand on est dehors. Il y en a des milliers, mais ce n'est pas une priorité de la recherche au Nunavik. Mme Culler, du Dartmouth College, estime que le programme québécois de surveillance des moustiques est l'un des rares exemples à suivre. Selon elle, le seul programme adéquat de surveillance des moustiques et des espèces invasives d'insectes en Arctique se trouve au Groenland et date des années 1990. Il y a d'excellents programmes de surveillance dans les tropiques, parce que c'est là qu'il y a le plus de cas humains de virus et de parasites transmis par les moustiques, dit Mme Culler. On commence à s'y intéresser dans le sud des États-Unis et de l'Europe, où réapparaissent des maladies comme la malaria, qui avait disparu avec les insecticides modernes. Mais en Afrique, il n'y a pas de programme coordonné de surveillance. Malaria et dengue. Pourrait-on retrouver en Arctique des maladies comme la malaria ou la dengue, qui font un retour en Italie et en France, après avoir été éradiquées au milieu du 20e siècle? On sait que le moustique tigre, qui peut transmettre le virus Zika et celui de la dengue, progresse lentement vers le nord de l'Europe, dit Mme Culler.
il y a peut-être une limite nordique, probablement qu'il ne s'établira pas en Arctique. Depuis 2018, un programme de surveillance du virus du Nil occidental chez les moustiques a été interrompu au Québec, déplore Guy Charpentier, un entomologiste à la retraite qui a longtemps étudié le moustique à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il y a longtemps, il y a même eu un site de surveillance à Poste-à-la-Baleine dans le Nunavik, dit M. Charpentier. Il note que le moustique tigre a été vu en Ontario et dans l'État de New York. Les moustiques n'ont pas besoin de passeport, dit M. Charpentier. Si le virus Zika arrive au Québec, il va falloir des traitements aux insecticides, même s'il n'y a pas beaucoup d'acceptabilité sociale. Oisillons et albédo. Les autres impacts potentiels de l'augmentation du nombre de moustiques en Arctique et de l'introduction de nouvelles espèces concernent la faune. Certains oiseaux migrateurs font leur nid près de mares où il y a beaucoup de moustiques, dit Mme Koller. Mais, comme il y a de plus en plus de variabilité dans le climat arctique, la quantité de moustiques est extrêmement variable, ce qui affecte la survie des oisillons. Elle a aussi constaté que l'augmentation du nombre de moustiques peut pousser les caribous à éviter les zones où il y a beaucoup de végétation parce qu'il s'y trouve également beaucoup de moustiques qui les piquent. Cela pourrait affecter la survie du caribou, malgré l'augmentation de la quantité des plantes dont ils se nourrissent avec le réchauffement de la planète. Et s'il y a moins de broutage par les caribous, il y a plus de plantes et le sol est plus sombre, ce qui augmente l'absorption de la chaleur du soleil, dit-elle. L'effet albédo de la lumière du soleil réfléchie par les sols clairs, par exemple après les premières neiges, avant que la végétation soit complètement recouverte, contribue à abaisser la température arctique. En savoir plus. Source: Dartmouth College. 100 à 250. Nombre d'œufs que produit une femelle moustique chaque fois qu'elle se nourrit de sang. Source: Santé Canada. 295. Nombre de cas de virus du Nil occidental au Canada en 2025. 9. Nombre de morts dus au virus du Nil occidental au Canada en 2025. C'était Un problème de moustiques dans l'Arctique, un texte de Mathieu Perrault, paru le 5 juillet 2026 dans La Presse.